Et bonjour, bonjour. J'espère que ça va bien en ce jeudi 21 septembre. On va commencer la revue de psychologie positive. Je mets tout en veille pour que on ne soit pas dérangé et on va démarrer. Bonjour, bonjour. Alors, oh là, je vais un peu trop vite, un peu trop vite, mais en gros, aujourd'hui, j'avais pas mal d'articles. J'ai des articles en stock encore pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses qui sont publiées là à la rentrée. C'est intéressant. Donc, on avait l'embarras du choix ce matin, mais on va commencer par la petite présélection que j'ai pu consulter, regarder avant aujourd'hui pour faire les choses bien. Donc, on a plusieurs articles possibles pour cette revue de psychologie positive qui consiste donc à regarder un petit peu ce qui est sorti en termes de recherche dans le domaine de la psychologie positive au sens très très large. Euh, et donc, plusieurs articles dans les tuyaux aujourd'hui. On a un premier article que j'avais évoqué la semaine dernière, qu'on n'a pas eu le temps de traiter, qui concerne l'émerveillement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a potentiellement trois sujets dans des articles de vulgarisation sur le flow, hein, les expériences optimales. Un autre sur le fitness, enfin sur le fait d'être en forme euh, et l'anxiété. Un troisième sur le bien-être au travail. Et enfin, un autre article de recherche sur les forces de caractère avec la comparaison entre un facteur général de, de traits de caractère positifs et les différentes forces de caractère. Je vous propose de commencer tout de suite par le gros morceau qui est l'article sur l'émerveillement, donc qui a été publié le 7 septembre 2023. Voilà. Et que j'ai pu récupérer, je crois aussi que celui-là, c'est les auteurs qui m'ont envoyé, je ne sais plus. Je n'arrive plus trop à savoir à force, puisque ça fait un petit moment que je l'ai. Et donc, on va parler d'émerveillement. Alors, l'émerveillement, pour être, euh, pour être efficace et très clair, euh, c'est un certain nombre de choses, pas forcément positif, pas forcément négatif. L'émerveillement, et on va le revoir dans l'article, c'est une sensation particulière qui se produit quand on est dépassé, fasciné en fait par quelque chose, qui dépasse nos connaissances actuelles et qui nécessite de nous de réarranger nos connaissances, notre appréhension du monde pour intégrer cette expérience à notre système de croyance, notre système de pensée et à nos expériences passées. Voilà un peu ce que c'est que l'émerveillement. Donc ça peut être quelque chose qui nous fait peur, ça peut être un phénomène naturel, ça peut être une expérience sociale, ça peut être plein de choses différentes qui sont soit euh, qui nous font ressentir des émotions fortes, et je vous le disais, donc ça peut être de la peur ou autre chose, ça peut être une fascination, ça peut être un truc incroyable, hyper positif, etc. Donc c'est pas forcément... en fait, c'est ça le problème avec la traduction du mot "oh" en français, c'est que "oh" c'est pas forcément positif, enfin émerveillement. On a ce côté un peu positif uniquement. On pourrait dire fascination, mais fascination c'est aussi limité comme traduction, parce que fascination ça peut être négatif ou positif. Mais bon, moi je vais parler d'émerveillement. Euh, entendez ça comme émerveillement, fascination, etc. Bon, donc, pour rappel, les auteurs nous disent qu'effectivement on a eu des premiers travaux de base hein, qui ont lancé un peu le champ de la recherche sur l'émerveillement, qui sont les travaux de Kettner et Haidt en 2003. Et ils ont défini ça comme ça, hein, c'est donc des sentiments, l'émerveillement, des sentiments de comment on dit, enlightenment, de révélation et de renaissance. Et l'émerveillement donc est inspiré par des émotions. Et, alors, et l'émerveillement est une émotion qui inspire. C'est une émotion en tant que telle, c'est lié à d'autres émotions, et c'est quelque chose qui est censé nous inspirer. Justement en nous forçant à réarranger nos connaissances,
c'est aussi quelque chose qui du coup peut nous inspirer. Par contre, ça n'a jamais été mesuré de manière suffisante selon les auteurs, de façon empirique. C'est-à-dire que le fait que l'émerveillement crée de l'inspiration, génère de l'inspiration, ça n'a pas été bien testé de manière carrée et suffisante pour qu'on puisse affirmer ça. On suppose que, mais voilà. Donc, eux, ils font le lien aussi avec la transcendance, l'auto-transcendance, c'est-à-dire le fait du dépassement de soi. Bon. Alors, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Parce que avant de savoir si l'émerveillement a un impact sur l'aspiration, il faut savoir ce que c'est. Hop, je coupe la caméra 2 secondes. Je vous épargne le mouchage de nez. Donc, on a 3 caractéristiques principales de l'inspiration. D'abord, il y a le côté provocation, c'est-à-dire quelque chose enfin, avoir des stimuli qui provoquent qui provoque cette inspiration, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose dont on est responsable, on ne s'inspire pas, on ne crée pas l'inspiration comme ça, la plupart du temps l'inspiration c'est quelque chose qui est provoqué par d'autres stimulations. On se sent inspiré. Ensuite on a l'aspect transcendance, dépassement de soi, donc hop, alors voici. Voilà. Ensuite on a la transcendance, donc le côté où on a une conscience des possibilités et un dépassement des considérations quotidiennes basiques, et on a de la motivation, voilà, la motivation à faire de nouvelles choses. L'inspiration, c'est différent des émotions positives en termes de transcendance et d'évocation, de provocation. Il y a ce côté, en fait, conscience de possibilités, de nouvelles possibilités, et il y a ce côté où, en fait, on se sent pas... on n'est pas responsable de l'évocation... on n'est pas responsable de l'inspiration. C'est pas nous qui provoquons l'inspiration. Donc ça, c'est une première chose aussi qui est importante et qu'il faut avoir en tête quand on parle de l'inspiration. J'essaye d'accélérer un petit peu là, mais ces définitions, c'est important d'avoir ces éléments-là pour comprendre la suite. Alors, on a potentiellement deux processus qui génèrent tous ces éléments-là, donc la motivation, le côté transcendance et le côté évocation ou provocation de l'inspiration. Donc ces deux composants, enfin les deux processus, c'est quoi? C'est être inspiré par ou être inspiré à en anglais. En français, on est inspiré par quelque chose et l'inspiration nous pousse à faire quelque chose. Donc on a deux processus différents. On peut se sentir inspiré et on peut, si on doit traduire en français, du coup, l'inspiration peut nous pousser à faire des choses. Voilà, c'est se sentir poussé à faire des choses, se sentir motivé, incité à faire des choses, mais par un sentiment, une émotion, ou alors être inspiré par quelque chose. Voilà, donc il y a le côté très transcendance dans être inspiré, et dans le côté poussé à l'action, il y a un processus motivationnel spécifique. Les deux processus peuvent se produire en même temps, etc. Et alors l'inspiration, c'est pas la même chose que la créativité, parce que être inspiré, ça veut pas dire forcément qu'on va créer quelque chose d'original. Il n'y a pas toutes les caractéristiques de créer un produit qui a une utilité, qui soit original, etc., qu'on peut avoir dans les définitions de la créativité, même si on veut être rigoureux et qu'on définit la créativité avec les différents niveaux de créativité, en fait, on pourrait avoir des superpositions, mais ils n'ont pas été aussi loin dans la définition, et c'est pas forcément utile là d'aller plus loin. Donc, voilà. Donc, l'inspiration, à quoi ça sert? Ça contribue au développement personnel et au changement positif, au changement socio-positif. Jusque-là, tout va bien. Voilà.
Voilà, ça fait dépasser l'aspect mondain, enfin l'aspect quotidien, classique, etc. On va vers d'autres choses, on est inspiré. Quand on est inspiré, on sort de sa zone de confort, on fait des choses enfin, on fait des choses qu'on ne fait pas d'habitude. On est poussé à dépasser aussi parfois dépasser ses limites classiques quotidiennes, etc. Quand on est inspiré, on fait souvent l'expérience de l'espoir, de l'optimisme. Euh, donc c'est tout ce côté transcendance. Et, euh, et il y a un vrai lien avec la motivation, avec l'inspiration comme source de motivation, comme déclencheur de motivation par rapport à la poursuite d'objectifs, etc. Euh, voilà. Et donc il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été poussées, enfin qui ont été faites pour voir d'où venait l'inspiration. Qu'est-ce qui pouvait provoquer l'inspiration. Et donc l'émerveillement. Donc je le disais en introduction, qu'est-ce que c'est? C'est entre autres, ça se caractérise par une perception de l'immensité et le besoin de s'adapter à cette perception. Et donc, l'émerveillement, ça peut être lié à des stimuli différents, euh, des éléments gigantesques, des événements naturels, des leaders charismatiques, euh, euh, un volume d'informations extrêmement important, quelque chose qui est qui fait un peu flipper, etc. Donc après, on a plusieurs saveurs entre guillemets de l'émerveillement, euh, et donc tout ça va avoir un peu des conséquences qui vont aussi varier, mais globalement, on a plutôt des conséquences positives. Et c'est une émotion un peu complexe, l'émerveillement. Donc voilà. Alors, comment est-ce que l'émerveillement provoque l'inspiration selon les auteurs? En tout cas, leurs hypothèses, on va voir après les résultats. C'est que ça augmenterait l'inspiration via le dépassement de soi, la transcendance. Et l'auto-transcendance, c'est un état mental où en fait on, euh, on est moins, on se perçoit moins en tant qu'individu et on ne se sent plus connecté au contexte autour de soi. C'est-à-dire, il y a le côté dépassement de soi, c'est-à-dire qu'on oublie un peu le moi, on s'oublie un peu, c'est-à-dire qu'on a moins de conscience de soi et on se sent connecté à notre environnement, à ce qui nous entoure. Voilà. Et donc en fait, la conscience qu'on a, elle est plus liée à notre individualité stricto sensu, mais la conscience qu'on va avoir, elle va être liée euh, au groupe. On va avoir conscience de, en fait, c'est la conscience de soi va inclure les autres, va inclure l'environnement, etc. Donc la partie où on a conscience d'être en train de vivre quelque chose, elle va réduire, et en fait notre conscience, elle va englober d'autres choses à la place, beaucoup plus large que nous, qui nous dépassent en fait, qui nous transcendent, hein, tout simplement. Donc ils ont fait 5 études où ils ont essayé de voir justement s'il y avait un lien entre l'émerveillement et l'inspiration, pardon, vous voyez pas, l'émerveillement et l'inspiration en faisant la connexion avec la transcendance. Voilà. Euh, donc ils ont provoqué des situations enfin ils ont créé des situations qui provoquaient l'émerveillement. Euh, et ils ont regardé ce qui provoquait l'inspiration. Ils ont mesuré l'inspiration. L'inspiration générale, spécifique, etc. Donc on a des échelles d'auto-évaluation là-dessus. Euh, et puis ils ont aussi mesuré l'auto-transcendance, donc la transcendance pour voir son effet, son lien avec l'émerveillement et l'inspiration. Donc ils l'ont fait avec des expériences menaçantes, avec d'autres expériences d'émerveillement. Enfin, ils ont essayé de varier un peu les plaisirs dans différentes études. Euh, je passe sur, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vois qu'il est déjà 8h25. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Il y a différents dispositifs expérimentaux. Il y a des centaines de participants à chaque fois. C'est assez complet. Ils ont mesuré les émotions, ils ont mesuré plein de choses. Donc à chaque fois qu'ils ont essayé de provoquer l'émerveillement, les gens ressentaient plus d'émerveillement que dans des autres conditions. Donc jusque-là, ils arrivent à provoquer l'émerveillement, ça c'est une bonne chose. Et puis ensuite,
les gens qui ressentaient plus d'émerveillement avaient aussi plus d'expérience de transcendance. Voilà, que les autres. Donc là c'est juste l'étude 3 sur les 5, mais là déjà on a des résultats qui montrent que quand ils ont fait leur analyse en fait, leur analyse statistique, que justement la transcendance était un médiateur de l'effet de l'émerveillement sur l'inspiration. C'est-à-dire que en fonction du niveau de transcendance, l'émerveillement provoquait plus ou moins l'inspiration. Plus il y avait de transcendance et plus l'émerveillement avait inspiré, moins il y avait de transcendance provoquée par l'émerveillement, moins il y avait d'inspiration. Voilà. Donc, là, c'est le petit schéma d'explicatif sur tout ça. Donc, je vais directement sauter à la conclusion générale pour qu'on puisse brosser plusieurs sujets, parce que voilà, on peut parler d'émerveillement pendant longtemps, d'inspiration, c'est des sujets à creuser, mais là, comme c'est un article qui prend tous ces concepts et qui va assez vite, et que je ne veux pas passer toute cette session aujourd'hui là-dessus, je sais que les articles scientifiques comme ça peut être un peu aride, on avance. Donc l'inspiration. Donc c'est intéressant, là ils reprennent, ça ouvre de nouvelles perspectives, etc. Et ça joue aussi un rôle pour soulager les gens de leurs préoccupations quotidiennes. Et ça les motive à poursuivre des objectifs plus importants, ça améliore la créativité, les innovations, et donc ça aide les gens, l'inspiration, ça aide les gens à atteindre leur plein potentiel et à provoquer des changements positifs autour d'eux, dans la société en général également. Alors, eux, ce qu'ils ont montré, c'est que l'émerveillement, quand on avait des expériences d'émerveillement, ça provoquait de l'inspiration générale et spécifique. Donc général, se sentir inspiré en général, et spécifique, c'est par rapport à certains sujets particuliers qu'ils ont testés dans l'expérience, quoi, si on connectait les choses. Et ensuite, la transcendance avait un effet de régulateur sur... en fait, la transcendance, elle régule cet effet de l'émerveillement sur l'inspiration. Et donc, en contrôlant avec plein de paramètres différents, ils ont vraiment montré qu'il y avait un effet spécifique de l'émerveillement sur l'inspiration via la transcendance. Alors, qu'est-ce que ça permet? Eux, dans leur recherche, ils ont montré donc, que le fait de faire l'expérience de l'émerveillement, ça inspirait des idées transcendantes et ça motivait à agir à partir de là. Et que donc avec le lien qui existe aussi entre l'inspiration et la créativité, et bien finalement, si on s'expose à de l'émerveillement, si on fait l'expérience de l'émerveillement, on peut aussi favoriser la créativité via l'inspiration. Même si c'est deux choses différentes, il y a quand même une connexion. Alors ensuite, d'autres choses, ils ont montré que l'effet de l'émerveillement sur l'inspiration n'est pas guidé, provoqué par l'exposition à la nature, qui est une manière générale de provoquer l'émerveillement, ou par les émotions qui émergent en plus de l'émerveillement. C'est-à-dire quand on ressent l'émerveillement, on a d'autres émotions en plus, et c'est pas ces émotions-là qui expliquent ce lien, et c'est pas l'exposition à la nature spécifiquement qui explique le fait que l'émerveillement agit sur l'inspiration. Donc eux, pourquoi est-ce qu'ils parlent de ça? C'est que souvent on utilise l'exposition à la nature, dans des grands espaces, etc., à l'émerveillement, parce que c'est quelque chose qui provoque l'émerveillement souvent. Mais eux, ce qu'ils ont montré, c'est que c'est pas cette expérience d'émerveillement spécifique-là qui avait un lien sur l'inspiration, ça pouvait être d'autres choses. Parce que l'émerveillement, il y a plein de choses qui peuvent provoquer l'émerveillement. Donc en fait, ils ont... Pour bien contrôler les choses, pour bien comprendre les choses, comme en fait l'exposition à la nature, c'est un des trucs qu'on utilise le plus pour provoquer l'émerveillement, ils ont voulu vérifier que c'était pas l'exposition à la nature en tant que telle qui provoquait l'inspiration via l'émerveillement et la transcendance, mais que c'était une des modalités qui provoquait l'émerveillement, et qu'en fait c'était
le fait de ressentir de l'émerveillement qui avait un impact sur l'inspiration via la transcendance. Donc eux, ils ont montré que, en fait, s'exposer à la nature, si ça ne provoque pas d'émerveillement, ou d'autres manières de provoquer l'émerveillement, alors je reprends pour que ce soit clair, que c'est pas cette expérience spécifique d'exposition à la nature qui permet d'être inspiré. C'est seulement si cette expérience provoque de l'émerveillement qu'elle permet d'être inspirée via la transcendance. Et donc, si cette expérience provoque l'émerveillement, alors elle pourra inspirer, et donc toutes les expériences autres qui existent qui peuvent provoquer l'émerveillement peuvent inspirer. Voilà. Et d'ailleurs, ce qu'ils disent, c'est que des émotions négatives, comme la colère et la tristesse, contribuent aussi à l'inspiration. Et justement, on le disait, l'émerveillement, c'est pas quelque chose qui est toujours positif. Quand c'est exposition à la peur, ou exposition à une immense tristesse, à quelque chose de vaste, on peut être émerveillé, fasciné par ça. Et donc, c'est assez logique que, du coup, que ce qui provoque l'inspiration, ce ne soit pas toujours quelque chose de positif, puisque l'émerveillement ne génère pas non plus forcément que des émotions positives. In fine, c'est positif, mais voilà. Donc voilà un peu l'idée. En gros, l'idée, qu'est-ce qu'il faut retenir de cet article, si on va très très vite, je vous remets le titre en attendant, voilà, c'est que l'émerveillement, c'est une émotion intéressante. Donc là aussi, si vous voulez creuser un peu le sujet, il y a un article ou plusieurs articles, voire un épisode du podcast se réaliser sur le sujet de l'émerveillement, donc allez regarder si ça vous intéresse. En gros, c'est avoir de l'émerveillement dans son quotidien, s'exposer à des informations nouvelles, massives, à des choses qui changent, voilà, par exemple dans les informations qui changent vraiment les choses, à des discours inspirants, à des scènes, aller se balader dans la nature, etc., etc. Il y a plein de manières de provoquer l'émerveillement, et bien tout ça peut vous inspirer. Donc si vous cherchez l'inspiration, mettre un peu d'émerveillement dans votre vie, aller chercher ces expériences d'émerveillement, ça peut vous aider à vous inspirer. Donc voilà une manière de trouver un peu l'inspiration. Et après, c'est aussi très personnel, certaines expériences provoquent plus l'émerveillement chez certains que chez d'autres. Et pareil, si vous avez identifié des choses qui vous inspirent, bien sûr, allez-y, activez ce levier directement. Mais si vous voulez d'autres leviers, sachez que l'émerveillement, via la transcendance, peut provoquer l'inspiration. Et donc, en ça, là, on a une étude qui le montre, j'ai envie de dire de manière rigoureuse. Et donc là, voilà, on a vraiment cette connexion entre les deux dimensions, donc c'est intéressant. Donc allez regarder ça si vous voulez être inspiré. Voilà pour ce premier article. On continue ce matin et on va parler de flow. Alors le flow, qu'est-ce que c'est? Je vous le dis en quelques mots. Le flow, donc l'expérience optimale ou l'expérience de flux en français, c'est quand on est complètement absorbé par une tâche qui est à la limite de nos compétences, donc qui demande quand même des compétences élevées, mais qui est juste à la limite pour nous faire dépasser, dépasser nos compétences, pour nous faire un peu dépasser qui propose un défi en fait, voilà, tout simplement. Donc une expérience de flux, c'est quoi? C'est une expérience, c'est une situation dans laquelle on doit mobiliser des compétences qui représentent un défi, et donc dans laquelle on va s'oublier soi-même, vraiment on perd la notion de soi et on est complètement absorbé par la tâche. Et une fois que l'expérience de flux est finie, c'est quelque chose de très satisfaisant, de très positif, et donc c'est quelque chose qu'on peut essayer de rechercher. L'exemple qui est donné tout le temps de l'expérience de flux, c'est les sportifs. Vous faites du sport, vous êtes dans un match, vous êtes absorbé par votre match complètement, vous devez vous dépasser, mais c'est dans vos compétences, vous connaissez les gestes et techniques, etc. Vous êtes à fond concentré, vous êtes à votre pic de performance aussi. Et bien ça, c'est une expérience de flux, et souvent dans le sport, on a ça. Quand vous faites un match, que vous êtes compétiteur, que vous êtes à fond dedans, voilà, vous avez l'expérience de flux, mais techniquement, n'importe quelle situation qui vous demande de mobiliser vos compétences, qui représente un défi, des situations qui vous plaisent aussi comme un minimum, il faut avoir un intérêt pour la tâche, mais voilà, défi plus compétences élevées et absorption totale de l'attention, c'est une expérience de flux. Bon. Et là, on parle de métacognition du flux, c'est-à-dire comprendre, métacognition, c'est comprendre son propre fonctionnement, savoir comment on fonctionne. Et donc métacognition du flux, c'est je sais comment je fonctionne en état de flow, en état de flux. Je sais ce qui provoque le flow chez moi.
je sais comment inciter le flow, maintenir le flow chez moi, etc. Donc en fait, c'est la connaissance de soi par rapport à cette situation-là. Donc une nouvelle étude a été publiée à ce sujet. Voilà, je vous montre l'étude si ça charge. La métacognition du flux et le flux au travail, première preuve d'une relation directionnelle. Donc là, je vais directement à l'essentiel avec l'article de vulgarisation, mais vous avez ici l'article directement sur la revue Personnalité et différences individuelles. Et donc là, qu'est-ce que c'est C'est la conscience de son propre fonctionnement, de ses propres pensées, processus de pensée, etc. Ça, c'est la métacognition. Le flow, donc état de concentration profonde, absorption dans une activité qui est intrinsèquement rewarding, enfin, qui est une récompense en soi, en fait, intrinsèquement, ça nous intéresse. On a un intérêt pour la tâche en tant que telle. Et c'est le fait d'être dans la zone. Je n'avais pas utilisé non plus cette formulation-là, c'est être dans la zone, c'est ça. Et donc la métacognition du flux, c'est la conscience qu'a une personne d'être dans un état de flux. Et ça inclut plusieurs choses, la métacognition à chaque fois, les croyances sur l'état de flux et ses conséquences, et aussi les stratégies pour atteindre un état de flux et le maintenir. Toujours en métacognition, il y a trois choses, il y a les connaissances avec les croyances, etc. Notamment dans les connaissances, il y a les connaissances factuelles et les croyances, et puis après il y a les stratégies et la régulation. Alors il y a deux choses en fait dans la métacognition du flux, deux types de métacognition du flux, de connaissances sur le flux et de stratégies qui sont vitales, qui sont essentielles pour augmenter la productivité. Donc le flux, évidemment, quand on est en état de flux, on est beaucoup plus productif. Si c'est une tâche qui nous intéresse, on va être beaucoup plus être complètement absorbé, donc on va être plus performant. Hein. C'est aussi le pic de performance, le flux. Donc si on est en état de flux au travail, bon, il faut que le travail nous intéresse en tant que tel et que la tâche qu'on soit en train de réaliser nous intéresse en tant que tel. Mais si c'est le cas, on peut atteindre un état de flux. Et donc là, il y a deux stratégies qui permettent plus facilement d'atteindre un état de flux. Premièrement, au travail, hein, attention. Premièrement, croire dans la capacité transformatrice en français plutôt, du flux. Donc, avoir en tant que connaissance sur le flux, en tant que croyance sur le flux, le fait de penser que l'état de flux pousse à la performance, à la réalisation, ça va favoriser l'état de flux. Donc en gros, si vous pensez, et de fait c'est le cas, mais si vous pensez au travail que le fait d'être en état de flux, ça va vous aider à être plus performant, vous allez plus facilement vous mettre en état de flux en fait. C'est pas aussi simple que ça, le fait de se mettre en état de flux, mais avoir cette croyance, ça va vous aider à penser, à mettre en place les conditions à chaque fois pour atteindre un état de flux. Si vous n'avez pas cette croyance, si vous n'avez pas cet objectif aussi en tête de se dire, bah oui, en fait, si je suis en état de flux, je vais être beaucoup plus performant et je vais atteindre les objectifs que je me fixe, vous n'allez pas forcément le faire et donc vous n'allez pas faire souvent l'expérience du flux. Voilà. Donc première chose, c'est important les croyances. Bon, ça paraît assez évident. Ensuite, il faut se sentir capable, donc là c'est plus même on a un lien avec le sentiment d'efficacité personnelle, il faut se sentir capable de réguler cet état. Donc évidemment, quand vous développez votre métacognition du flux, vous avez une meilleure capacité à réguler votre état de flow, de flux. Et donc évidemment, plus vous développez cette capacité, plus vous avez de facilité à rentrer, à maintenir et à réentrer dans un état de flow si jamais vous êtes interrompu pendant des tâches qui sont évidemment exigeantes, parce que c'est des tâches, il faut que ce soit un peu exigeant. Si c'est pas exigeant, il n'y a pas de performance
de performance élevée, il n'y a pas de défi, et donc s'il n'y a pas de défi, il n'y a pas vraiment de flux. Hein. Euh, Après, il faut que le niveau de défi soit au niveau des compétences. Donc si vous avez des compétences moyennes, le défi sera moins élevé, mais par rapport à vos compétences, ce sera un défi quand même. Euh, donc par exemple, dans des situations où l'attrait de la tâche que vous avez à réaliser est faible, et où les demandes semblent trop importantes, justement la capacité à euh, provoquer du flux, ça peut complètement changer les choses. C'est-à-dire que vous attendez pas les bonnes conditions, vous allez pouvoir mettre en place du flux. Et les gens qui ont développé cette métacognition du flux sont capables de le provoquer plus facilement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations-là? Par exemple, vous avez une tâche trop compliquée, trop exigeante ou qui est pas attirante, eh bien on peut découper la tâche, on peut préparer le travail pour justement euh, qu'on fasse en plusieurs fois avec des défis à chaque fois qui soient à la hauteur de nos capacités ou juste à la limite et qui permettent du coup de rentrer en état de flux et d'appréhender les choses de manière plus sereine, de ne pas se sentir complètement dépassé. Donc en fait, il y a aussi des manières de préparer le travail qui permettent ensuite de rentrer en état de flow. Donc ça, c'est de la métacognition du flux. Hein. C'est si vous comprenez ça, si vous connaissez ça, vous êtes capable de dire, ok, la tâche, c'est trop, c'est too much, je ne vais pas y arriver, je vais découper ou je vais rendre le truc plus ludique, je vais le faire autrement, je prépare mon travail comme ça et ensuite je m'y mets et là, je vais pouvoir rentrer en état de flux. Euh, donc là, il a un exemple d'un développeur, quelqu'un qui code en fait, euh, et qui doit coder une partie du programme qui est un peu compliquée, etc. Il a essayé des choses, ça ne fonctionne pas, et donc au lieu de succomber à la frustration, il se rappelle d'expériences passées où il a réussi à débloquer des situations en étant en état de flux. Et le fait de se rappeler d'expériences de flux, ça va agir comme un catalyseur. C'est-à-dire que ça va lui permettre de créer un environnement qui va ressembler à l'environnement qu'il a eu quand il a eu cet état de flux. Donc ça peut être, voilà, je vous parlais de stratégie tout à l'heure pour provoquer le flux, on est en plein dedans. Donc couper les notifications, mettre en musique sa playlist de concentration pour se concentrer qu'il préfère, découper le problème en plus petits segments qui permettront d'avoir à chaque fois un niveau de défi approprié. Euh, Et donc, en rentrant en état de flux, du coup, le développeur en question, là, il atteint, et voire il dépasse même le but initial. Et donc ça, en fait, le résultat, il n'est pas lié seulement aux compétences qu'on a, mais aussi aux croyances et aux stratégies de flux qu'on a mis en place. Et donc ça, c'est de la métacognition, en fait. Hein. Voilà. Donc en gros, si vous voulez provoquer plus facilement le flux au travail, il faut avoir une croyance que le flux est pertinent au travail, que ça va permettre d'être plus performant, et il faut avoir des stratégies. Et donc là, il propose aussi des stratégies qui sont basées sur ce qui est dit dans l'article et ce qu'on connaît sur le flux. Hein. Donc première stratégie, c'est d'identifier des expériences de flux passés. Comment est-ce qu'on a déjà été dans cet état-là de flux et si oui, quelles étaient les conditions? Qu'est-ce qui a fait qu'on était dans un état de flux? Qu'est-ce qui l'a provoqué? Donc là, c'est un peu faire l'inventaire, se dire, ok, moi, les conditions pour provoquer le flux chez moi dans ces domaines-là, c'est ça, ça, ça. Deuxièmement, le flux, c'est un état mental qu'on peut définir comme optimal, mais il y en a d'autres. Il y a la pleine conscience, il y a la réflexivité, etc. Euh, donc ce qu'il faut faire, c'est pas mélanger tout, c'est-à-dire que quand on est en état de flux, on n'est pas conscient de soi et on n'est pas en train de juger son travail. Donc l'idée c'est pas de faire que du flux parce qu'après à un moment donné il faut juger ce qu'on a produit et donc le but c'est dans un processus de travail, enfin dans un processus de production au travail, il faut pouvoir mettre du flux de temps en temps, c'est bien, enfin en tout cas c'est utile, mais il faut pas être en flux en permanence. C'est-à-dire que au travail on va pas être en état de flow en permanence parce que c'est aussi fatigant. Hein. Donc on peut pas du matin au soir être en état de flux, c'est pas possible. Donc il faut avoir ça dans sa besace comme une stratégie, comme quelque chose qu'on peut mobiliser, mais il ne faut pas toujours être en état de flux. Troisième manière de provoquer le flux, c'est de mettre en place donc, des stratégies en amont
Et donc là, il parle de l'approche de l'artisan expert euh, par rapport à la résolution de problèmes. Donc, on commence avec une idée, on l'implémente dans un prototype, dans une solution prototypique, et ensuite on l'évalue de manière critique. Donc en gros, l'idée c'est de découper le travail en plusieurs phases, et le flux a sa place là-dedans, justement au moment où on va essayer de mettre en place quelque chose, de résoudre un problème, mais en amont, on a mis en place des stratégies, on a découpé le problème, on a, voilà, on a fait le travail préalable, et puis en aval, on va critiquer ce qu'on a produit. On va regarder si ça a fonctionné ou pas, on va l'évaluer. Et donc, le fait de switcher entre la phase de créativité, d'idées, et la phase d'évaluation, donc là c'est de la créativité, hein, il y a une phase divergence, où on va générer des idées, on va essayer de résoudre un problème, et une phase de convergence où on va sélectionner les idées et les évaluer. Donc l'idée quand on est en état de flux, c'est pas de juger ce qu'on est en train de faire en permanence, même si une des conditions du flux, c'est d'avoir la capacité d'avoir un feedback immédiat, c'est-à-dire de voir tout de suite si on est sur la bonne piste ou pas. Et ça ne veut pas dire qu'on va juger le travail globalement, ça veut juste dire si on est sur la bonne piste ou pas. Typiquement, je reprends l'exemple du sport, le résultat il est immédiat. Vous voyez si vous voulez tirer un 3 points au panier au basket, vous voyez tout de suite si vous y arrivez ou pas. Vous voyez tout de suite, vous avez le feedback immédiat, ça rentre ou ça rentre pas. Pareil au foot, vous faites une passe, vous voyez immédiatement si votre passe, enfin immédiatement, en quelques instants, si votre passe elle est réussie ou elle est ratée ou elle est interceptée. Donc en fait on a un feedback immédiat. Donc dans le flow on a un feedback immédiat, ça ne veut pas dire qu'on va juger, si je reprends l'exemple du sport, ça ne veut pas dire qu'on va juger la performance du match en même temps, tout le temps. On fait le match, on le vit, on a des feedbacks immédiats sur nos performances et on est à fond dedans. Et puis ensuite, on jugera l'ensemble à la fin. Et pour le prochain match, ça nous permettra de faire d'autres choses. Et en amont, on a mis en place des stratégies, on a découpé les rôles de chacun, etc. Donc en fait, il y a toujours ce côté expertise où on va préparer les choses, on va rentrer en état de flux parce qu'on a réussi à découper le problème et qu'on peut s'attaquer aux différentes tâches. Et ensuite, on va juger, on va évaluer. Donc voilà, l'idée, en gros, de cet article-là et donc de ce qui a été publié là, c'est de se dire on développe une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance du flux, et ça permet de le provoquer plus souvent. Et comme le flux, c'est un truc hyper positif qui fait du bien, psychologiquement, émotionnellement, et qui permet d'être productif, eh bien au travail, c'est intéressant. Pas qu'au travail, mais même si vous le mettez en place ailleurs, c'est hyper intéressant. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter de cette capacité à être hyper focus. Très bien, alors je revérifie juste une chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cet article-là. Ok. Voilà, juste pour noter ce qu'on a fait aujourd'hui. Il est 48, on va se faire, je ne sais pas si on va pouvoir se faire les 2 articles de Psychology Today, on va en faire au moins encore un. Et puis après on va wrap it up comme on dit, on va terminer cette séance du jeudi matin. Alors, en même temps je me souviens de cet article vu le sujet, je pense qu'on va aller assez vite parce que c'est assez évident. Être en forme pourrait baisser votre besoin de prendre des cachetons anti-anxiété. Alors, de quoi parle cet article? De plusieurs publications qui ont été faites. Donc là, ils repartent d'une ancienne et il y a une nouvelle publication qui complète ça justement. Donc en 2019, donc une équipe de recherche internationaux dirigée par donc un chercheur norvégien, donc Lins Ernstsen de l'Université norvégienne de sciences et de technologie, a publié une étude qui identifie une corrélation entre des niveaux élevés de fitness cardio-respiratoire, donc de santé cardio-respiratoire, et un risque de dépression plus faible. Donc ça, on le sait, hein, vous êtes sportif, vous êtes en forme, vous pratiquez un sport régulièrement, c'est une protection, ça réduit les risques de dépression. Ça ne protège pas complètement,
Ça n'annihile pas la dépression. C'est pas parce que vous faites du sport que vous ne serez jamais déprimé de votre vie, mais enfin déprimé en sens dépression, hein, pas la petite déprime. Ça, la petite déprime, clairement pas, mais la dépression non plus. Mais ça protège, ça fait baisser le risque. Donc c'était 26 000 personnes, etc. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé aussi que les gens avec un niveau de santé, un niveau de fitness cardio-respiratoire moyen avaient une chance de développer une dépression qui était de 21% plus faible. Et ceux qui avaient une santé cardio-respiratoire très, 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 très bonne avaient 26% de chance de moins de développer des symptômes dépressifs que ceux qui avaient une faible santé cardio-respiratoire. Ok. Très bien, donc ça très bien. Et donc, dans une étude là, qui a été publiée en 2023, que je vais vous afficher tout de suite, bien sûr, dans une étude qui a été publiée en 2023, donc celle-ci, hein, sur le lien entre la santé cardio-respiratoire, cardiovasculaire, oui, c'est cardio-respiratoire, et les anxiolytiques et les antidépressifs, les médocs, hein, chez les adultes. Eh bien, dans cette étude, ils ont pu montrer plusieurs choses. L'étude est accessible, hein, c'est pareil, hein, je ne vous ai pas fait l'article complet parce qu'on a un article qui résume directement. Donc voilà, je préférais aller sur quelque chose de plus accessible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont montré dans cette étude qui fait suite à celle de 2019? Qu'est-ce qu'ils ont regardé? Ils ont regardé comment le fait d'être en forme, justement avec l'indicateur d'être en forme qui était la santé cardio-respiratoire, pouvait avoir un impact sur le risque de faire l'expérience de l'anxiété et de la dépression. Et comment ils mesuraient ça? En se basant sur le taux d'achat pour des anxiolytiques comme les benzodiazépines ou les antidépresseurs et les inhibiteurs de réabsorption de sérotonine. Donc en gros, ils ont fait le lien entre la santé cardio-respiratoire et l'anxiété et la dépression via le nombre de médocs qui étaient achetés antidépresseurs, anti-anxiolytiques. Voilà. Parce qu'ils ont les données, ils ont les données originaires, etc. Donc, ils ont fait une mesure de la santé cardio-respiratoire en mesurant les mètres. Alors c'est ce qu'on utilise, vous savez, sur les machines de fitness, hein, les mètres, l'équivalent métabolique de la tâche, donc ça représente en termes de consommation métabolique le fait de faire telle tâche physique. Et donc quand vous avez une meilleure santé cardio-respiratoire, vous avez moins besoin de puiser dans vos ressources, vous êtes plus performant en fait. Donc vous avez ça qui est plus bas en fait, hein. Le nombre vous mobilisez moins d'énergie dans votre corps pour produire la même performance. Bref, et donc ce qu'ils ont pu mesurer, c'est que quand on avait une meilleure santé cardio-respiratoire, en fait, on achetait moins d'antidépresseurs et d'anti-anxiolytiques. D'anxiolytiques ou d'anti-anxiolytiques? Anxiolytiques. Pardon. Donc les gens qui sont en meilleure santé physique, ils achètent moins de médocs pour la dépression et l'anxiété. Ils en ont moins besoin. Mais c'est une corrélation. Donc on ne sait pas si c'est vraiment le fait de faire du cardio et d'être en forme physiquement qui fait qu'on va avoir moins de symptômes dépressifs et d'anxiété, ou si c'est les gens qui sont moins déprimés et moins anxieux qui font plus de sport. Sur le problème des corrélations, hein, et comme ils ont utilisé des données de la base de données de prescription, en fait, d'ordonnance, hein, de Norvège, ils ne pouvaient pas savoir aussi à quel point les gens prenaient leur médoc. Ils en avaient sur ordonnance, ça on le sait. Est-ce qu'après ils les ont tous consommés? Ça on ne sait pas à quel point ils les ont consommés. Donc en fait on n'a pas l'utilisation
précise des médicaments, on a juste le fait que ces personnes-là ont une prescription pour ces médicaments. Bon, après, on a quand même, alors on parlait de corrélation, on a une corrélation entre les deux, on ne sait pas le sens, bon, on a quand même pas mal de preuves et d'articles qui montrent, soit avec des régressions, soit avec des interventions, que la pratique sportive permettait de réduire les symptômes dépressifs quand même. Donc l'activité physique, ça permet de gérer l'anxiété, de repousser l'anxiété, de faire baisser l'anxiété. Ça permet aussi de protéger contre la dépression. Et donc ça, voilà, on a quand même un faisceau de preuves qui montre que la tendance, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, c'est des corrélations, mais on a aussi d'autres études. Enfin voilà, j'en ai consulté aussi un certain nombre. D'où le sport sur ordonnance aussi, qui depuis quelques années est possible en France, même si c'est pas encore assez prescrit. À mon sens, encore qu'il faudrait que je regarde les stats parce que c'est quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, voilà, le sport sur ordonnance, c'est quelque chose qui existe. Si ça pouvait être remboursé en plus, alors là, ça serait la fête. Mais voilà, je pense que on a quand même pas mal de preuves enfin, je pense, scientifiquement, on a quand même des preuves de l'impact de l'activité physique. C'est pas magique, c'est pas en claquant des doigts. Et quand on est vraiment dans une dépression très très avancée, c'est difficile. C'est pas genre, bah vas-y, va courir tous les matins quand t'es déprimé, t'as tout souvent envie de faire ça. Donc voilà, il faut aussi prendre la mesure de comment on accompagne, comment on permet de mettre en place ça, etc. Parce que c'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce qu'ils disent aussi, c'est que, en reprenant l'article, c'est que l'article scientifique, c'est que le fait de faire une activité sportive, c'est pas la panacée, c'est parce que vous faites du sport que vous serez jamais malade, parce qu'il y a un risque de blessure aussi éventuellement après qui arrive. Et c'est pas parce que vous faites du sport que vous serez jamais malade, que vous serez jamais déprimé. Et c'est ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, la dépression, c'est quelque chose qui est très très répandu. Je crois que c'est les 2 tiers des gens de mémoire, mais c'est à la louche, feront l'expérience d'une dépression dans leur vie, font l'expérience d'une dépression dans leur vie, les 2 tiers ou les 3 quarts, je ne sais plus. Donc c'est quelque chose d'extrêmement courant. Et évidemment, si c'est courant, il y a aussi plein de sportifs qui font une dépression. Donc, évidemment que c'est pas parce que vous faites du sport que vous n'avez aucune chance d'être anxieux, que vous n'avez aucune chance de faire une dépression. Ça vous protège un peu. Probablement que ne pas en faire vous aiderait pas. Et il y a plein d'autres bénéfices, donc autant en faire. Mais voilà, en tout cas, on avait déjà des éléments sur le fait que ça protégeait. Là, on a des éléments en plus sur le fait que les gens consomment moins d'antidépresseurs, ce qui est assez logique. Si ça réduit les symptômes, ça réduit le risque. Vous avez moins besoin de vous faire prescrire des médicaments pour ça. Et Dieu sait que alors les anxiolytiques, je ne sais plus trop, mais tout ce qui va être contre les médicaments contre la dépression, dès qu'on rentre dans des choses un peu poussées, après il y a les prescriptions qui sont faites par les généralistes de médicaments qui sont assez courants pour faire baisser l'anxiété, le stress, l'anxiété, la dépression, qui sont un peu des trucs qui soulagent sur le moment. On peut avoir après entre guillemets une addiction dans le sens où on va prendre l'habitude d'eux. Donc ça c'est toujours un peu touchy. Mais dès qu'on va sur des choses un peu plus lourdes, quand vous êtes sur une vraie dépression, une dépression un peu lourde, etc. Là, vous avez des médicaments qui peuvent créer des dépendances et qui surtout ont des risques dans les premières semaines pour certains d'aggraver les symptômes. Donc voilà, dans les effets secondaires possibles, des fois vous avez aggravation des symptômes, tentative de suicide, etc. Donc c'est des choses qui sont quand même très très lourdes, qu'il faut maîtriser avec vraiment, qu'il faut doser subtilement, etc. Plutôt géré par un spécialiste, un psychiatre. Et donc voilà, quand on peut éviter ça, si le sport permet un peu de réduire le risque, permet un peu de limiter ça, en vrai, je dis pourquoi pas. Pourquoi pas à partir là-dessus. Donc voilà. Résultat des courses aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Essayez de rechercher l'émerveillement. Essayez de réfléchir à la manière dont vous mettez en place le flux au quotidien ou au travail. Qu'est-ce qui le provoque? Comment est-ce que vous pouvez développer votre métacognition du flux justement pour le provoquer plus souvent?
Et troisièmement, faites du sport, surtout avec la période hivernale qui va arriver bientôt, et donc moins d'exposition à la lumière, la vitamine D qui baisse, etc. C'est la période de la dépression hivernale, et protégez-vous un petit peu en remettant en place tout de suite, tant qu'il fait encore un peu beau, un peu chaud, une pratique sportive pour vous mettre sur des rails et passer l'hiver de manière plus sereine avec une pratique sportive qui vous permettra de vous protéger un petit peu de cette dépression hivernale aussi. Voilà pour les articles dont je voulais vous parler ce matin. On va arrêter là, 3 c'est bien. Je garde les 2 autres articles pour la prochaine fois. J'en ai encore plein en stock, donc il y a plein de choses à faire. Si j'y arrive, on essaiera d'aller un peu plus vite et peut-être d'en faire plus. Alors je vérifie quelque chose parce que je crois que la semaine prochaine, je ne serai pas là jeudi et que je risque de devoir décaler. Voilà. Je ne serai pas là jeudi. Donc je vais peut-être, mais je vous en parlerai, en tout cas j'essaierai d'y penser, je vais peut-être décaler la séance soit à vendredi matin, soit à mercredi matin, pour qu'on fasse quand même notre séance de revue de psychologie positive. Donc je vais essayer de la décaler, et parce que j'ai plein de trucs en stock dont je voulais vous parler, donc voilà, sinon le stock il va s'accumuler et puis on ne va pas réussir à le gérer. Donc voilà. On fera ça soit un autre matin avant-après, soit en fin de journée, pourquoi pas. Et puis, donc moi je vous souhaite une excellente semaine d'ici là. Et puis aussi une excellente journée. Et je vous retrouve bientôt pour 2 nouvelles aventures, une nouvelle revue de psychologie positive, et puis de nouvelles news sur comment améliorer votre quotidien et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses selon la recherche scientifique récente. Voilà. Bonne journée, à bientôt, ciao.